Le président de la Banque africaine de développement définitivement innocenté, Akinwumi Adesina, a été de nouveau disculpé par un comité d'experts indépendants. Il était accusé de mauvaise gestion au sein de l'institution. Au Maroc, les autorités ont de nouveau recours aux mesures de restriction pour limiter la propagation du coronavirus. Conséquence des embouteillages monstres sur les routes, 8 villes de Marrakech sont concernées. Et puis, l'Arabie Saoudite soutient l'Égypte dans sa position sur la crise libyenne. Les chefs de la diplomatie des deux pays l'ont réaffirmé au cours d'une conférence de presse conjointe. Vous les suivrez dans cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Un panel d'experts indépendants dirigé par Mary Robinson a validé la disculpation totale d'Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement. Une inculpation prononcée il y a quelques semaines par le comité d'éthique interne à la Banque africaine de développement. Le président de l'institution était accusé de mauvaise gestion, notamment de prévarication. Détail. Le panel d'experts indépendants commis pour faire la lumière autour des accusations de mauvaise gestion à la tête de la Banque africaine de développement a blanchi le président de l'institution, Akinwumi Adesina. Ce panel de 3 experts, dirigé par l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, avait été chargé début juillet par le Conseil des gouverneurs de la BAD d'une revue indépendante sur le travail du comité d'éthique de l'institution basé à Abidjan. Ce comité d'éthique avait déjà disculpé Akinwumi Adesina de multiples et embarrassantes accusations portées par des lanceurs d'alerte anonymes. Le panel a considéré que les 16 accusations qui visaient le président de la BAD avaient été correctement examinées par le comité d'éthique au regard des règlements et procédures internes de la banque, considérant notamment que les lanceurs d'alerte n'avaient pas apporté de preuves. Les lanceurs d'alerte qui se présentaient comme des employés préoccupés de la Banque africaine de développement accusaient Akinwumi Adesina d'enrichissement personnel, de favoritisme dans de nombreuses nominations de hauts responsables, en particulier de compatriotes nigérians, d'avoir nommé ou promu des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de fraude ou de corruption, ou encore de leur avoir accordé de confortables indemnités de départ sans les sanctionner. Akinwumi Adesina s'est vigoureusement défendu dès le début de ce feuilleton médiatico-financier qui dure depuis le mois d'avril, rejetant en bloc toutes les accusations et clamant son innocence. Le bras de fer se poursuit au Mali. La coalition d'opposants M5-RFP a rejeté le plan de sortie de crise adopté par les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Elle a estimé qu'elle ne correspond aucunement aux attentes des Maliens et réitère son exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le rassemblement des forces patriotiques, qui exige une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, dit avoir appris avec étonnement les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu lundi par visioconférence. Ce sommet a demandé une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle, dont une décision modifiant les résultats des législatives est le déclencheur de la crise actuelle, et réclamé un gouvernement d'union nationale avec la participation de l'opposition et de la société civile, tout en excluant un départ forcé du président Ibrahim Boubacar Keïta. À travers un communiqué rendu public ce mardi, le mouvement à l'origine des manifestations qui ébranlent depuis juin le pouvoir malien constate avec regret que les recommandations adoptées par les 15 dirigeants de la CEDEAO ne tiennent pas compte de la profondeur et de la gravité de la crise sociopolitique qui hypothèque l'avenir du Mali. Dans ce communiqué signé de l'un de ses dirigeants, Choguel Maïga, le mouvement exige plus que jamais la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Le M5-RFP, qui avait décrété une trêve jusqu'à la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha prévue vendredi, affirme que le peuple malien demeurera mobilisé pour la mise en œuvre de son droit constitutionnel à la désobéissance civile.
L'une des figures principales de l'opposition en Tanzanie, Tundu Lissu, est rentrée dans son pays en vue de défier le président John Magufuli lors de l'élection présidentielle du 28 octobre prochain. Il revient en Tanzanie après avoir passé 3 années en exil. Issu des rangs du principal parti d'opposition, Chadema, Tundu Lissu, qui a échappé à une tentative de meurtre en 2017, est rentré en Tanzanie ce lundi. Il a été salué à l'aéroport international de Dar es Salaam par des centaines de partisans enthousiastes. Nous remercions Dieu pour le retour de notre frère, de notre camarade. Il pourrait être notre prochain président, Tundu Lissu. C'est pourquoi vous nous voyez tous ici, attendant le retour de ce héros. Nous disons qu'il est un héros parce qu'il est un survivant. C'est un survivant de 16 balles qui lui ont directement frappé le corps. Certains disent qu'il est un miracle vivant, alors nous attendons le miracle vivant. Nous sommes donc très heureux et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens ici qui l'attendent. Tout en expliquant que l'opposition, en particulier son parti, notamment, avait connu l'enfer ces 5 dernières années. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Magufuli, fin 2015, il a indiqué qu'il rentrait à la maison pour se battre pour la présidence. Lors des prochaines élections, on attend beaucoup de concurrence, car il est l'un des membres les plus forts de l'opposition. Je suis donc très heureuse qu'il soit ici et qu'il se présente à la présidentielle. La Tanzanie doit organiser des élections générales le 28 octobre prochain. Les États-Unis ont accusé le pouvoir en place de chercher à étouffer les normes démocratiques par une série d'arrestations dans les rangs de l'opposition. En bref et en image, en Mauritanie, les députés ont adopté une loi instituant une haute cour de justice chargée de juger le chef de l'État et les ministres en cas de haute trahison. La loi adoptée par l'Assemblée nationale doit encore être validée par le Conseil constitutionnel, puis promulguée par le chef de l'État. La haute cour de justice doit être mise en place lors de la prochaine session de l'Assemblée nationale en octobre prochain, et selon une source parlementaire. Et cette loi a été donc adoptée il y a quelques jours après que l'ancien président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a donc ignoré la convocation d'une commission parlementaire. Au Maroc, il y a eu de sévères restrictions de déplacement touchant 8 villes du pays, parmi lesquelles Marrakech et Casablanca, face au risque de propagation du coronavirus. Ces mesures provoquent donc des scènes de chaos, embouteillages géants sur les routes et les gares. On voit tout cela dans cet élément. La décision éclair des autorités marocaines d'introduire de sévères restrictions de déplacement dimanche soir, touchant 8 villes, a rendu le trafic pénible. L'annonce de ces restrictions au déplacement via un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé, 5 heures avant la prise d'effet dimanche à minuit, a provoqué plusieurs accidents de la route selon des médias locaux. Les mesures de dernière minute ont aussi suscité des flots de réactions, de déception sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé a dit comprendre la colère de tous, mais a rajouté que les autorités n'ont pas le choix. Aussi, la situation épidémiologique au Maroc est inquiétante avec une hausse du nombre de décès et des cas graves. Le pays a en effet enregistré en une semaine plus de cas de contamination qu'en 4 mois, d'après le ministre. Ces derniers jours ont été marqués par un nombre record de contaminations, 811 samedi et 633 dimanche. Au total, 20 887 cas ont été officiellement enregistrés, dont 316 décès. La fermeture jusqu'à nouvel ordre des 8 villes qui réunissent plus de la moitié de la population du pays a été décidée en raison de la hausse considérable des cas de contamination à quelques jours de l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane du sacrifice prévue vendredi et traditionnellement marquée par des réunions familiales. Les nouvelles restrictions ont été prises au regard du non-respect par la majorité des citoyens des mesures de prévention. Les peines vont jusqu'à 3 mois de prison et ou jusqu'à 1300 dirhams d'amende. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, affirme l'appui du royaume saoudien à l'Égypte dans sa position dans la crise libyenne. C'était lors d'une conférence de presse avec son homologue égyptien. Les détails.
La communauté internationale a établi de nombreuses normes pour une solution pacifique, mais malheureusement, nous ne voyons pas de mécanisme ni de volonté politique de mettre en œuvre ces solutions. Dans le même temps, nous constatons une augmentation de la portée du terrorisme et des combattants étrangers. Et ceci est le second défi auquel l'Égypte et l'Arabie saoudite sont confrontés. L'Égypte défendra ses intérêts et continuera à soutenir la voie politique dans le conflit libyen. Mais nous n'accepterons en aucune façon une quelconque violation ou intrusion des lignes destinées à défendre les intérêts nationaux et la sécurité nationale égyptienne. J'ai confirmé au ministre égyptien l'appui complet de l'Arabie saoudite de la position égyptienne en Libye, ainsi que notre soutien à la déclaration du Caire et à la position inébranlable du royaume saoudien sur l'importance de résoudre la situation libyenne par des pourparlers politiques pacifiques et un cessez-le-feu. Et c'est sous ces images que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.